Bonjour à tous, dans la première vidéo, on a parlé de la segmentation et de la migration tubaire. Dans celle-là, on va parler de la nidation et de la deuxième semaine du développement de l'œuf. Donc la nidation correspond aux différentes étapes qui va permettre la pénétration complète de l'œuf dans l'endomètre. Donc elle va se dérouler à cheval sur les 2 premières semaines. Elle va commencer à la fin de la première semaine, donc au jour 6 du développement de l'œuf. Et elle va se terminer à la deuxième semaine, au jour 12-13. Donc l'implantation est terminée avant la fin du cycle menstruel, ça tombe beaucoup en QCM. C'est un phénomène relativement rapide. Donc il faut 3 conditions nécessaires à l'implantation pour l'œuf. Donc la première, c'est que l'œuf doit être dans la cavité utérine. Ensuite, il doit être en contact d'un endomètre. Ensuite, l'œuf doit être au stade de blastocyte et il doit être éclos, donc sans sa zone pellucide, qu'il va avoir l'implantation. Donc en fait, il doit être au jour 6. L'endomètre doit aussi avoir des conditions nécessaires pour l'implantation. Donc tout d'abord, l'endomètre, en fait, ça va être la muqueuse de l'utérus. Elle va être formée d'un épithélium et d'un chorion et elle va être tout autour de la cavité utérine. Donc la condition, c'est que l'endomètre doit subir à chaque cycle menstruel des modifications de structure qui se font uniquement sous l'action combinée de l'œstrogène et de la progestérone. Donc avec les conditions de l'œuf et de l'endomètre respectées, l'implantation pourra se faire. Donc l'implantation va se dérouler en 3 étapes. Donc il va y avoir premièrement l'éclosion au jour 6, ensuite l'adhésion et enfin la fixation au jour 7. Ça c'est pour la première semaine. Donc avant de commencer de parler de l'éclosion, on va voir ce que c'est la zone pellucide. Donc la zone pellucide, on l'a dit depuis le début qu'elle est présente tout au long de la segmentation. Donc en fait, elle va permettre de protéger l'œuf pendant les premiers jours du développement. Elle va aussi permettre de maintenir une certaine cohésion des cellules lors des divisions cellulaires pendant la segmentation. Elle va empêcher l'œuf d'adhérer à la paroi tubaire, surtout lors de la migration dans le tube. Et ensuite, pour que l'implantation se fasse, il faut que l'œuf se débarrasse de la zone pellucide. Donc en fait, il a besoin de la zone pellucide jusqu'à arriver au jour 6. Donc au jour 6, il faut qu'il se débarrasse de la zone pellucide. Donc au 6e jour de développement, les besoins nutritifs vont augmenter. Il y a donc une rupture de la zone pellucide. Et c'est ce qu'on va appeler le phénomène d'éclosion du blastocyte. Parce qu'au jour 6, on est au blastocyte. Donc après l'éclosion, il va y avoir un autre phénomène qui va apparaître. Ça va être l'adhésion. Donc l'adhésion va aussi se dérouler au jour 6. Ça va être le premier contact physique entre l'épithélium de l'endomètre et le trophoblaste. Donc on rappelle, en fait, le trophoblaste, c'est ici, c'est toutes les cellules qui vont en périphérie de l'œuf. Donc là, il n'y a plus la zone pellucide. Donc l'adhésion va être permise par différentes molécules d'adhésion. Cette adhésion s'effectue par le trophoblaste qu'on voit juste ici. Donc en fait, le contact va se faire au niveau du pôle embryonnaire, on peut le voir là. Là, il va y avoir le pôle embryonnaire, donc ça va être du côté du pôle embryonnaire, mais il ne faut pas oublier que c'est le pôle embryonnaire ici, mais entre le pôle embryonnaire et l'endothélium, il va avoir aussi une couche de trophoblaste. Donc en QCM, s'ils disent que le premier contact physique est entre l'épithélium de l'endomètre et le pôle embryonnaire, c'est faux. C'est du côté du pôle embryonnaire, mais il y a la couche de trophoblaste qui se sépare les deux. Donc ensuite, donc ça c'était pour l'adhésion. On va arriver au jour 7 où il va y avoir la fixation. Donc là aussi, il faut faire attention. L'éclosion, l'adhésion, c'est le même jour, mais la fixation, c'est le jour suivant. Donc au cours du 7e jour de développement, la masse cellulaire interne, donc juste ici, commence à se modifier. Il va avoir l'apparition de 2 feuillets au niveau du MCI. Donc le MCI, il est là. Il va avoir le premier feuillet superficiel, on va l'appeler épiblaste. Et le feuillet profond, on va l'appeler hypoblaste. Ils sont juste ici. Hypoblaste et juste en haut, on a l'épiblaste. Et en fait, grâce à ces 2 feuillets, on va parler de disque didermique. C'est ça les disques didermiques. Donc cette fixation est en fait un ancrage de l'œuf dans l'endomètre. Donc on peut voir que là, il est bien ancré. Le trophoblaste va subir aussi des différenciations au niveau de la zone directement en contact avec l'endomètre. Donc ça, avant, c'était le trophoblaste. Il va venir donc se modifier et il va émettre des expansions et il va prendre le nom de syncytiotrophoblaste. Donc en fait, c'est juste ici. Et donc ça, c'était aussi le trophoblaste, juste là.
Et le trophoblaste qui ne va pas bouger, donc là il ne va pas avoir d'expansion, on va l'appeler le syntotrophoblast. Donc là on rappelle que là c'était l'adhésion, tout autour il y avait donc le trophoblaste, là il y avait le MCI. Donc le MCI il va se diviser en deux feuillets, l'épiblaste en haut et l'hypoblaste en bas, et tout autour il y avait le trophoblaste et la partie donc en contact avec l'épithélium enfin avec la muqueuse va se transformer, va émettre des expansions et va se transformer donc en syncytotrophoblast. Et la partie qui n'est pas modifiée, elle prend le nom de syntotrophoblast. Donc le syntotrophoblast va synthétiser des enzymes protéolytiques grâce auxquelles il va dégrader tous les éléments de l'endomètre au contact direct avec lui pour pouvoir prendre leur place et permettre l'ancrage puis l'invasion de l'œuf lors de la deuxième semaine de l'endomètre. Donc ça on le verra plus tard. Ok. Donc ça c'était pour le premier rôle du syncytotrophoblast et il va avoir un deuxième rôle. Donc il va permettre de synthétiser l'HCG, donc c'est juste ici, au jour 7. Et c'est grâce à cette hormone qu'on va pouvoir voir si une femme est enceinte ou pas, parce que la détection de l'HCG permet d'établir le diagnostic biologique de la grossesse. Mais le problème, c'est qu'au jour 7, les taux sont extrêmement faibles. Donc en fait, il n'est pas détectable au jour 7, même si il est synthétisé au jour 7. C'est uniquement au jour 8 où on va pouvoir le détecter. Donc là, on a fini pour le début de la nidation, on va passer à la deuxième semaine. Donc là, on est à la deuxième semaine. Donc la deuxième semaine, c'est là où l'œuf va achever sa nidation dans l'endomètre. Du côté de la mère, il n'y a aucun signe clinique de grossesse, mais par contre, à la différence avec la première semaine, c'est que le diagnostic biologique de grossesse est possible grâce au dosage de l'HCG dans le sang maternel uniquement. Au jour 8, l'endomètre a les caractéristiques de la phase sécrétoire. Donc en fait, il est le siège de la réaction déciduale avec la présence de nombreuses glandes endométriales et de nombreux vaisseaux. Donc les vaisseaux, on les voit juste ici, avec les artères spiralées. L'œuf va se trouver au début de la deuxième semaine partiellement nidé dans l'endomètre. Il est entouré du cytotrophoblast, donc ici, donc toujours en périphérie, sous forme de couronne, avec des cellules aplaties jointives, et de syncytiotrophoblaste, qui lui, par contre, s'est un peu modifié au jour 8, donc on le voit ici. C'est une masse multinucléée, donc avec plein de petits noyaux, localisés à un pôle de l'œuf. Donc il continue son travail d'invasion dans l'endomètre qui va permettre la pénétration de l'œuf grâce à la synthèse de nombreuses enzymes protéolytiques. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, il va par la même occasion produire des débris cellulaires endométriaux autour du syncytotrophoblast, donc tout autour de là. Là, on le voit, c'est pas très clair, il y a marqué débris juste ici. Mais il va être aussi doué de capacité d'absorption. Donc en fait, il va absorber ses propres débris cellulaires et il va les métaboliser pour les transformer en éléments nutritifs pour l'œuf. Donc ensuite, concernant le disque embryonnaire cette fois-ci, au jour 8, l'épiblaste et l'amnios, donc en fait l'amnios c'est juste au-dessus. Voilà, là c'est l'amnios, là c'est l'épiblaste. Donc les deux ils vont délimiter une nouvelle cavité qui va s'appeler la cavité amniotique, CA, qui va contenir le liquide amniotique. Au jour 10, l'œuf est presque totalement enchâssé, donc on le voit bien, dans l'endomètre. La brèche effectuée par l'œuf dans l'épithélium de l'endomètre est colmatée par un caillot fibrineux, donc on le voit juste ici. Donc, ensuite, concernant les annexes trophoblastiques, donc elles ont évolué au jour 10. Donc le syncytotrophoblast, donc c'est tout ce qui est en bleu, a poursuivi son expansion et entoure presque complètement le pourtour de l'œuf, donc on le voit, à part au niveau du caillot fibrineux. À ce stade, il faut noter l'apparition de lacunes, donc juste ici, on avait marqué lacunes, à l'intérieur du syncytotrophoblast, qui sont caractéristiques de ce stade de développement. Donc ces lacunes ont un rôle très important dans la formation du futur placenta. Donc concernant le cytotrophoblast, il a peu changé, pareil. On peut retrouver les cellules jointives et aplaties périphériques. Donc ensuite, concernant le disque embryonnaire, donc il est toujours constitué de deux feuillets. Donc avec l'épiblaste se trouve en continuité avec les cellules de l'amnios, juste ici, qui vont délimiter la cavité amniotique, qui va légèrement augmenter du jour 8 au jour 10. Et ensuite, l'hypoblaste a proliféré et donne naissance à la membrane Hauser, qui délimite une nouvelle cavité, donc elle est juste là, cette membrane,
Et cette nouvelle cavité va s'appeler la vésicule vitelline primitive. Donc on va voir aussi l'apparition de cellules de magma réticulé. Donc en fait, c'est toutes ces petites cellules qu'on voit juste ici, qui disposent entre le cytotrophoblast et les éléments du disque embryonnaire. Donc en fait, tout autour. Donc en fait, elles vont combler la cavité de segmentation qui du coup, elle disparaît. Donc on voit ici qu'avant, il y avait une cavité de segmentation. Elle va disparaître pour laisser place aux cellules du magma réticulé. Donc au niveau du 12e et 13e jour, on va avoir l'achèvement de la nidation qui est caractérisé par la reconstitution complète de l'épithélium utérin. Donc là, il n'y a pas de schéma, mais là, il y a marqué le plus important ici. Donc à partir de ce moment, l'œuf est totalement enchâssé dans l'endomètre et isolé dans la cavité utérine et va évoluer à l'intérieur de l'endomètre jusqu'à la fin de la grossesse. En fait. Concernant le syncytotrophoblast, à la fin de la 2e semaine, il entoure complètement l'œuf. Donc là, on a vu tout à l'heure qu'au jour 10, il entourait presque que totalement. Et au jour 13, il va entourer complètement l'œuf. On note aussi une augmentation importante des nombres de lacunes et une mise en communication de ces lacunes entre elles. Donc on rappelle que les lacunes ont un rôle très important dans la formation du placenta. Ensuite, concernant l'embryon, il est toujours au stade de disque didermique, qui n'a pas beaucoup changé. Mais par contre, on peut noter une augmentation très significative du diamètre de l'œuf. Donc il va passer de 0,4 mm au jour 10 à 2 mm au jour 14. Donc voilà, on a fini pour la 2e semaine. On va continuer les vidéos en faisant la 3e et 4e semaine. Si vous avez des questions sur les 2 premières semaines, envoyez-moi un message.